La réforme de la SNCF est à l'examen du Sénat et c'est avec un sénateur aujourd'hui qu'on va en parler, un sénateur socialiste, Rachid Temal. Puis on va évoquer évidemment le climat social et on va évoquer l'avenir du Parti socialiste avec Rachid Temal. Rachid Temal, bonjour. Vous êtes également vice-président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Alors moi au Sénat. Au Sénat, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, Assemblée nationale. Au Sénat, bien sûr. Alors, l'examen de la réforme est justement à l'examen de la Haute Assemblée. On croit comprendre qu'il y a quand même des aménagements à ce texte, notamment ce qu'on appelle le sac à dos, c'est-à-dire les cheminots qui voudraient volontairement aller travailler dans une autre société, puisque ça sera l'ouverture à la concurrence, mais qui ne seraient pas satisfaits, ils reviendraient, ils pourraient récupérer leur statut de cheminot de la SNCF. Est-ce que ça vous satisfait, ça ? Non, alors vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses, il y a des évolutions au Sénat. Ce qui montre bien que ce qu'ont porté les syndicats et les salariés était nécessaire. Et que ils ont été entendus, d'une certaine... Pas tout. Non, pas tout. Pas mais, surtout, ce qui était le projet du gouvernement au départ, ouais, et qui était d'une violence extrême sur l'état de la SNCF et ce qui allait en devenir. devenir. C'est mon avis. En tout cas, on a bien vu, par exemple, je donne un exemple. Ouais. Le fait qu'on ne puisse pas privatiser la SNCF. Ouais. On nous a dit, le Premier ministre, le gouvernement, sur toutes les chaînes, toutes les ondes. Il en est hors de question. Hors de question. Il y a un amendement aujourd'hui au Sénat. Ouais. Qui va faire que ça reste 100%. Donc jusqu'à ce jour, ce n'était pas le cas. C'était pas écrit. Voilà. Oui, mais c'était pas écrit, sauf que la loi... Oui, non, j'entends bien. Après, il y a une question fondamentale, c'est est-ce que le texte qui nous est proposé va améliorer la qualité du service public ferroviaire, en tout cas les modalités en France? La réponse est non. Non. Même là, c'est un texte, mais oui, parce que là, c'est un texte qui est très technique, qui ne porte pas sur cela. Par exemple, la garantie sur l'investissement, parce qu'on sait très bien qu'on a fait du tout TGV, mais il y a le TER et d'autres éléments. Rien n'est prévu dans ce texte-là. Oui, mais le gouvernement s'est engagé à investir tous les ans. Oui, mais c'est écrit nulle part. Il prend l'engagement, il dit je le ferai. Mais pour l'instant, il n'y a rien. En même temps, il va transférer une grande partie des lignes qui intéressent vos auditeurs et vos téléspectateurs, je pense notamment aux lignes dites secondaires, aux régions qui n'ont pas forcément les moyens. Ouais. Vous voyez, moi, ce que je dis depuis le début, on aurait commencé par dire faisons intelligemment avec tous les acteurs, les entreprises de transport, les salariés, les usagers, un diagnostic sur les modalités d'aujourd'hui et ce qu'on devrait faire. Ce qui n'est pas le cas. Vous allez voter cette loi ? Alors, comme vous l'avez dit, je suis vice-président d'un groupe, celui du groupe socialiste. Nous avons des collègues, j'étais hier avec eux en séance, et puis nous aurons une réunion mardi prochain pour décider notre position. Moi, à titre personnel, à ce stade, je ne vois pas, sauf s'il y a des avancées, mais je ne vois pas comment voter ce texte-là. D'accord. Et le vote sera le vote du groupe chacun respectera la consigne de vote, normalement ? Nous allons, comme à chaque fois, nous réunir, décider collectivement. Moi, je souhaite que ce soit un vote, bien sûr, de l'ensemble des sénateurs. Est-ce que vous êtes pour la sortie du conflit, que la grève s'arrête ? La réponse, c'est comment on en sort. Oui. Moi, je suis pour, par définition, une grève qui doit démarrer, doit savoir s'arrêter. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il y a au bout ? Si c'est comme aujourd'hui, c'est avec ce gouvernement, voilà nos options de départ, il n'y a pas de négociation et à la fin, c'est la même chose, ça pose problème. Donc vous soutenez les grévistes ? Moi, je soutiens tout ce qui va dans le sens de l'amélioration du service public. Oui, c'est pas ma question. Oui, c'est ma réponse. D'accord. Donc moi, les grévistes aujourd'hui, ce qu'ils portent sur leur statut, mais sur l'investissement, je suis favorable. Bon, alors, sur un autre sujet, mais qui est connexe, le gouvernement a décidé qu'il fallait faire des économies budgétaires, ce que beaucoup d'ailleurs de partis souhaitent. Est-ce que ces économies budgétaires sur le train de vie de l'État, le nombre de fonctionnaires, le statut des fonctionnaires, tout ça, vous convient ou est-ce que vous êtes contre ? Alors qu'on doit faire des économies pour être notamment dans le cadre de l'Union européenne et de ce que nous demande l'Union européenne. D'abord, vous avez vu aujourd'hui l'INSEE a sorti les chiffres. L'année 2017, vous savez, le vieux monde où il y avait le quinquennat de François Hollande, c'est des chiffres en dessous de 3%. Donc cela est possible, c'est le cas en France aujourd'hui. Sur l'État, et dedans je rappelle que l'État c'est aussi le budget de l'État, les collectivités, les comptes de la sécurité. Et l'hôpital, je sais. Non, mais je veux ça pour pas. D'accord. Bon. Ouais. Mais ce débat-là est bizarre, parce qu'on commence, le gouvernement commence par donner 6 milliards d'euros chaque année des chèques aux plus riches. Ça, vous parlez de l'impôt solidarité sur la fortune qui a été plus l'exit tax. Tout ça, c'est en gros 6 milliards d'euros que l'État, par rapport au débat que vous avez, dit chaque année, je me retire, je m'enlève comme recette 6 milliards d'euros. Donc il aggrave la situation.
Il y a la question de la taxe d'habitation. Oui, mais cet argent-là, il est peut-être destiné à circuler dans l'économie française. Peut-être, mais peut-être pas. Puisque l'exit tax, ce n'est pas tout à fait dans l'économie française, et l'ISF graine garantit qu'il y aura un réinvestissement productif. Donc, ouais, c'est 6 milliards d'euros. Il y a la taxe d'habitation, on nous annonçait 10 milliards d'euros. C'est finalement 26 milliards d'euros que l'État va devoir trouver. Voilà. Ouais, déjà là, on est déjà là-dessus. La reprise de la dette de la SNCF pour partie. Vous voyez bien que l'État a commencé par s'impuissanter sur près de 40 milliards, puis maintenant on va devoir chercher des économies. Est-ce qu'il n'était pas temps de dégraisser cet État mammouth? Mais je veux dire, dégraisser l'État mammouth, je crois que le gouvernement prévoit de retirer 120 000 postes de fonctionnaires. Le débat est quel service va-t-il retirer? Est-ce qu'aujourd'hui, la fermeture de postes de maternité, c'est une bonne chose pour nos concitoyens? La réponse, c'est non. Vous avez peur pour l'avenir des services publics dans ce pays? Mais c'est pas peur, c'est une réalité. Regardez le plan banlieue. On nous annonçait plein de choses, finalement, rien. Des mesurettes. Et pire encore, finalement, le président de la République évoque les banlieues maintenant que sous deux angles. Le trafic de drogue et la question de la radicalité. Ce qui n'est pas rien, mais je veux dire... Vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille. Mais ce qui n'est pas rien, sauf que pour les Françaises, dont moi et d'autres, qui vivent en banlieue, c'est la question de l'emploi, la question du logement, la question de l'éducation, qui sont d'abord et avant tout nécessaires. Tout est acheté dans cette politique du gouvernement? Je ne dis pas que tout est acheté. Je dis que moi, je regarde à chaque fois les sujets les uns après les autres. Le doublement, par exemple, des classes en CP, je suis d'accord. Mais par contre, moi qui viens d'un département où il y a aussi des zones rurales, je suis opposé à ce qu'on ferme des écoles en zone rurale. Vous voyez, tout ça se regarde intelligemment. D'accord. Alors, Catherine Fabre, qui est députée LAREM, donc La République En Marche, au sujet du droit, vous savez, on va réformer l'assurance chômage, vous êtes évidemment au courant, et on va ouvrir l'accès à l'assurance chômage aux démissionnaires, c'est-à-dire à ceux qui démissionnent de leur poste. Elle dit on crée un nouveau droit qui est extrêmement fort à la fois symboliquement et à la fois du point de vue du débat. C'est un commencement du début, c'est un commencement. On est au commencement d'un droit au chômage universel. C'est un progrès pour vous, ça? C'était une proposition, il faut le rappeler, oui, c'est une proposition du candidat Macron sur lequel, moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Après, il y a des choses qui vont bien, dans le bon sens. En tout cas, celle-là, aujourd'hui. Après, il faut regarder ce qu'il y aura concrètement dedans, parce que ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'il y a des débats sur, au bout de combien d'années, vous pouvez faire appel à ce droit-là, et combien de fois sur des zones dorées, parce que c'est pas aussi simple que ça, puisque le gouvernement dit... il y a des conditions, nécessairement. Vous voyez, donc là, c'est là-dessus qu'on va commencer à regarder. Mais il ne faudrait pas, plutôt je parle au conseil, que ça impacte l'allocation chômage pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on baisse... C'est un nouveau droit néanmoins. Mais bien sûr, mais moi je là-dessus. Comment vous qualifieriez la politique du gouvernement, et notamment celle de M. Macron aujourd'hui? Les choses sont simples. Emmanuel Macron est un idéologue. Il a une vision. C'est un idéologue. Et moi, oui, il a une vision, il porte une vision de la société. Il a sa vision. Mais de quelle idéologie? Et je vais vous dire, mais je vous le dis, parce que certains s'interrogent. Il n'est pas pragmatique, il a une vision, il a une cohérence globale. Et je lui reconnais cette cohérence globale, qui n'est pas la mienne. Aujourd'hui, vous l'avez dit, sur la question des fonctionnaires, sur la question des services publics, sur la question de la redistribution, il a une politique, j'allais dire, banalement de droite. Banalement de droite. Et d'ailleurs, ça peut s'expliquer quand vous avez le maire, Darmanin, Édouard Philippe, qui portent cela, et quand vous avez, pour un certain nombre de textes, et je le vois au Sénat, la droite sénatoriale, qui bien souvent vote ensemble. Sur Parcoursup, ça a été le cas. Mais par contre, on pourrait aborder également la question du glyphosate. Là aussi, engagement du président de la République, et finalement, le gouvernement et la République En Marche, recul, enterrent cet engagement du président de la République. Alors, où vous en êtes, vous, du Parti Socialiste, que vous avez dirigé pendant un temps, de façon transitoire? Le Parti Socialiste, Olivier Faure, ça vous convient? Olivier Faure est premier secrétaire, je l'ai soutenu. Moi, j'ai eu l'honneur, effectivement, de diriger pendant plusieurs mois ce parti politique. Il faut maintenant reconstruire et faire en sorte, mais reconstruire les choses sont simples. Sur quelle base? Ma position, elle est simple, c'est qu'il faut dire aux Français ce que nous avons comme vision de la société française. C'est ça qui nous... Mais on l'attend, votre vision? Nous y travaillons, Olivier Faure, il travaille. Ça sera pour quand? Il a lancé des chantiers, il y a un chantier sur la question européenne, et d'autres chantiers qui vont être portés, qui vont être annoncés dans les prochaines semaines. Et c'est à partir de là qu'on va... Non. L'annonce des chantiers? Oui, il y aura l'annonce des chantiers avant l'été. Qui est-ce qui va faire ces annonces? C'est Olivier Faure lui-même? Nous avons un conseil national le 9 juin prochain, et Olivier Faure annoncera cela. D'accord. Vous avez bien du mal à exister quand même. Olivier Faure, dans les sondages, on le voit bien, il a bien du mal à exister.
Mais c'est vrai qu'il y a un an tout juste, on a une défaite historique. Il faut maintenant que le parti redevienne audible. Et je pense que ça va être par des propositions claires et précises. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut nous retrouver. Vous êtes dans un département qui s'appelle le Val d'Oise. Un beau département qui a 50 ans. Oui. Dans ce département, il y a un grand projet de loisirs, commercial aussi, enfin un projet qui est un culturel peu également. New Look, si vous permettez l'expression. Oui. Europa City. Vous êtes pour ce projet alors que, eh bien, il est aussi la cible des zadistes, si je puis dire, qui disent ça va détruire l'environnement. Alors, si je puis me permettre, si je peux prendre 30 secondes, c'est important. Le département de Val d'Oise, notamment l'est du Val d'Oise, a un taux de chômage très élevé, notamment chez les plus jeunes. C'est vers Gonesse, c'est ça. C'est Gonesse, Ville-le-Bel, Sarcelles, l'aéroport de Roissy, etc. À côté justement d'une zone d'emploi de 200 000 emplois qui s'appelle Roissy. Ce triangle de Gonesse sont des terres entre des aéroports et des autoroutes. Et il y a moins d'agriculture qu'on le dit. Bon. Le SDRIF, le schéma d'organisation de la région Île-de-France, prévoit sur les 700 hectares du triangle, 400 hectares restent en zone agricole, 300 sont appelés à être urbanisés. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du logement, des hôtels, parce qu'il y a la plateforme aéroportuaire de Roissy, il y a du commerce, il y a de la culture et il y a de l'agriculture. Donc, Europa City que vous évoquez, c'est 80 hectares sur les 700 hectares. Donc, dans les 300 hectares, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Vous vous opposerez à ceux qui veulent... Moi, je suis pour faire en sorte que, concrètement, que 3 milliards d'euros qui arrivent sur le territoire du Val d'Oise, qui permettent de créer de l'emploi, de la richesse, de renforcer l'attractivité touristique de la France et du Val d'Oise, je suis favorable. Avec des conditions de développement durable. Et vous n'avez pas peur que des zadistes viennent s'installer? Moi, je crois savoir que... Il n'y en a pas encore. Je crois savoir que ce qui a été fait à Notre-Dame-des-Landes et le fait qu'ils puissent sortir de cette zone-là devrait être fait. Il y a 400 hectares pour mener des projets agricoles. D'accord. C'était Rachid Temal, c'est toujours Rachid Temal d'ailleurs, parce qu'on va continuer avec Jérémy Pontieux. Il rentre dans ce studio pour poser vos questions, chers internautes, et pour poursuivre la conversation avec le sénateur PS du Val d'Oise. Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Temal. Bonjour. J'avais une première question de Philippe Maître sur Facebook qui se demande comment proposez-vous de vous y prendre pour, conformément au projet socialiste, socialiser, dit-il, les moyens de production pour sortir du capitalisme. Est-ce que c'est l'idée? C'est une question un peu... Théorique. Alors, c'est tellement théorique, je crois qu'il a regardé, ça doit être sur je ne sais quel site, mais il y a très très longtemps. Oui, parce que depuis, les choses ont évolué. Dire que la dernière fois qu'on a nationalisé dans ce pays, c'était en 1980. Aujourd'hui, on n'est pas là-dessus. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'économie, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui créent de l'emploi et de la richesse. Et nous sommes, nous, favorables à ce qu'il y ait des entreprises qui fonctionnent. Nous sommes pour la redistribution et la régulation. C'est peut-être là qu'il n'a pas tout suivi. Donc, nous, on est favorables aux entreprises, également à l'économie sociale et solidaire, également aux collectivités locales. Et voilà, et c'est cet ensemble-là qui va fonctionner. Et c'est la question, par contre, une vraie question, c'est la question de la fiscalité en France. Aujourd'hui, on voit bien que elle est surtout mal organisée, qu'elle soit locale ou nationale. Il faut la remettre à plat complètement. Mais bien sûr, que ce soit des niches fiscales, jusqu'à qui paye l'impôt et où va l'impôt. On voit bien, c'est un vieux débat. Il faut supprimer les niches fiscales. Beaucoup d'entre elles ne sont plus très utiles et tout le monde le reconnaît. D'accord. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, une des vraies questions et sur laquelle le parti notamment devrait travailler, être plus force de proposition, c'est la question de la fiscalité. J'avais une autre question. La mortalité routière a reculé de 1,4% et pour Alpes-Provence... On l'a pris ce matin, tout à fait. Seule la prévention porte des fruits et vous pensez cela également? Vous êtes d'accord avec cette idée? Donc ça revient aussi à parler des 80 km/h. Exactement, c'était l'idée derrière. Je crois qu'il y a un problème au sein du gouvernement sur les 80. Finalement, il y a des frondeurs au gouvernement. La prévention, bien évidemment. Mais enfin, vous êtes ça là-dessus, sur la prévention. Sur le 80 km/h. Sur le 80 km/h. Moi, je l'ai dit, 80 km/h, ça veut tout dire, rien dire. Non, mais dites-nous. Vous faites une réponse de Normand, là. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Quand vous avez regardé les résultats, vous avez des zones, des routes départementales très dangereuses qu'il faut aménager. La question n'est pas les 80 km/h, c'est la question l'aménagement et l'entretien. On sait bien que c'est une des clés. Que ça coûte moins cher de passer à 80 km/h que de faire des aménagements. Oui, mais ça ne répond pas à la question. D'accord. Le gouvernement continue de promettre une sortie du glyphosate dans 3 ans, mais refuse de l'inscrire dans la loi agriculture et alimentation. J'ai cherché sur Twitter, vous avez semblé vous soulever contre cela. Vous me dites si déjà je dis une erreur, et surtout, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je l'ai dit. C'était un reniement. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, parce que aujourd'hui, il y a deux choses. Il faut entendre les agriculteurs qui, effectivement, utilisent ce produit-là. Et donc, il y a une question de comment on peut en sortir et donc quel produit, ou pas d'ailleurs, il faudra trouver. Ça, il y a des recherches qui sont en train d'être menées. Et c'est normal. Le gouvernement, le président de la République, a fait une grande déclaration quand Trump est sorti de la COP21 sur venez à nous, etc. Et il avait pris cet engagement-là.
La vérité, c'est qu'aujourd'hui, qui dirige? Le président qui a pris cet engagement-là ou sa majorité de son gouvernement qui ont refusé d'inscrire dans la loi cette promesse présidentielle. Donc c'est un recul et bien un renoncement de ce gouvernement sur la question écologique. Et donc je dis, mais où est Nicolas Hulot? Que fait Nicolas Hulot? Vous pensez qu'il devrait démissionner? Moi, je ne suis pas là-dessus. En tout cas, il a dit lui-même qu'il allait s'interroger à l'été. C'est un élément supplémentaire sur ce qui s'est passé. Je crois que c'est un élément défavorable. C'est pas un gouvernement qui a l'écologie à cœur? Quand j'entends même les états d'âme du ministre de l'écologie, on peut dire que non. D'accord. Dernière question. La ministre de la Santé va dérembourser les médicaments contre la maladie d'Alzheimer. On rembourse les patchs anti-tabac, nous dit Domi, mais on dérembourse les médicaments anti-Alzheimer. C'est une mauvaise idée pour vous, ce déremboursement? Alors, il faut attendre la décision. Mais en tout cas, si ça devait être le cas, la réponse, évidemment, c'est une très mauvaise idée. On connaît tous, et on le voit bien, le nombre de familles touchées par Alzheimer, ce que ça veut dire, notamment pour les bien portants à ses côtés, où c'est d'une violence extrême en termes de vie. Et de ne pas pouvoir soigner des malades, c'est inacceptable, inadmissible aujourd'hui en France. Donc vous êtes hostile au déremboursement des Tout à fait. Comment on peut même imaginer cela? D'accord. C'est une faute politique et une faute de santé publique également. Rachid Temal, merci beaucoup de vos réponses à nos questions. Merci, chers téléspectateurs, internautes, avec Jérémy Pontieux qui était là pour poser vos questions. Merci. Et à demain pour de nouvelles aventures.